Merci, hein. Merci. Merci Jean-Marc. On va poursuivre cette table ronde avec trois intervenants qui sont pour l'un spécialiste des sols, pour l'autre ancienne ministre de l'écologie et pour la troisième spécialiste du bio et de l'agriculture. Je vous demande d'accueillir sur scène Yannick Poyat, Laure Verdeau et Brune Poirson. Bon, c'est pas grave, je vais rester debout. Je trouve toujours des solutions. Je vais vous présenter chacun donc Yannick Poyat qui est créateur de la société Terrasol, Laure Verdeau qui est ancienne directrice de l'agence bio et Brune Poirson qui est ancienne secrétaire d'État à l'écologie. Donc chacun dans son domaine va essayer de nous parler de ce recul écologique et des moyens que eux mettent en place ou des moyens auxquels ils réfléchissent pour relancer cette dynamique écologique. On va peut-être commencer par vous, Yannick. Vous m'avez dit quand on s'est présenté que vous étiez pédologue, c'est ça? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que cette théorie ou ce terme? Ce terme, il fait référence à un métier. Alors, je vous rassure, ça n'a rien à voir avec les enfants. Le pédologue, c'est presque comme le podologue, sauf qu'au lieu de s'occuper de vos pieds, on s'occupe de ce qu'il y a sous vos pieds, donc le sol. Il n'y a pas beaucoup de pédologues dans le monde, et il y en a encore moins qui s'intéressent au sol urbain. Donc moi, ma spécialité, c'est les sols urbains. Et ce qu'on souhaite faire chez Terrasol, c'est, d'une manière assez large, c'est d'ouvrir nos chakras sur ce qu'on considère aujourd'hui comme des déchets. Et c'est pour ça qu'on a voulu développer une solution qu'on a développée, qu'on a testée et qu'aujourd'hui, on la propose aux villes, qui permet de revaloriser les matériaux d'excavation. Donc c'est toutes ces terres qui sortent des chantiers. Il faut savoir qu'il y a 40 millions de tonnes qui sont générées chaque année en France. On est basé en Suisse, sur le canton de Genève. Il y a tellement de matériaux qu'on les envoie en France. Je vous laisse imaginer l'empreinte carbone de ces opérations. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir recréer des substrats fertiles à partir de ces matériaux d'excavation. Parce que le sol, en fait, la terre, ce n'est pas une ressource renouvelable. C'est ça le principe. Alors, concrètement, on parle de régénérer une ressource qui, par définition, est non renouvelable à l'échelle de temps humaine. Donc, conceptuellement, c'est quand même fort. Il vous faut à peu près 1000 ans pour fabriquer 1 à 2 cm de sol. Et puis moi, là, je me présente devant vous en vous disant qu'on régénère des sols en ville. Le problème, c'est qu'on confond les questions. Nous ne sommes pas, nous, humains, capables de recréer des sols au même titre que la nature, parce qu'ils mettent des milliers, voire des millions d'années à se former. Mais ce n'est pas la question qu'on nous pose. Aujourd'hui, on nous demande de reconstituer des sols qui fonctionnent rapidement. Et ce n'est pas exactement la même question. Et donc là, c'est pour ça que je parlais d'ouvrir nos chakras, parce qu'aujourd'hui, quand vous parlez de sol urbain, les gens pensent au tout venant. Vous savez, tous ces termes qu'on utilise, au remblai. Moi, je ne les utilise jamais. Parce que le tout venant, ça veut tout et rien dire, justement. Et dans ce tout venant, il y a des matériaux qui ont un vrai potentiel pour être améliorés et retrouver une fonction qui est accueillir la végétation urbaine. Parce qu'aujourd'hui, on veut reverdir les villes, mais vous savez que 30% de la biomasse d'un arbre, c'est des racines, et les racines, elles se développent dans un sol, donc on doit avoir des sols fertiles pour être sûr que les arbres qu'on plante aujourd'hui tiendront pour les générations futures. Et ces sols, vous les trouvez sous des immeubles qui ont été construits, qui ont été détruits, vous les récupérez en fait, vous les réutilisez? Alors, en fait, il y a soit l'opération, on va dire, Grosse Bertha, où en gros, on a un grand projet d'aménagement qui va générer des milliers de mètres cubes de matériaux et du coup, on anticipe pour dire, en fait, votre projet, il va accueillir des arbres, des jardins, vous allez avoir besoin de terre. Donc plutôt que d'importer de la terre végétale qui, au passage, est des terres agricoles qu'on a décapées, donc on va laisser les terres agricoles dans le monde agricole et on va régénérer nos sols nous-mêmes en ville. Donc ça, c'est les grosses opérations. Et ensuite, vous avez les points d'acupuncture. C'est toutes ces zones, on a plusieurs exemples sur Genève, par exemple, juste derrière la gare de Cornavin, de Genève, donc, on a un parking qu'on a transformé en micro-forêt.
Et en fait, ce parking, il a été créé il y a 70 ans et ils ont presque juste déposé l'enrobé bitumineux sur l'ancien sol agricole. Et donc ça, c'est un énorme potentiel pour régénérer ces sols, parce que globalement, on dit tout le temps que les sols urbains sont morts, mais en fait, les sols urbains, ils sont pas morts, ils sont juste dans le coma. Et il y a une grande partie d'entre eux qui ont besoin d'être revitalisés, et il n'y a rien de technologique là-dedans. La seule technologie qu'on utilise, c'est du bon sens paysan et du vivant, en fait. Et comment vous faites? Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple quand une ville, par exemple en France, vous travaillez en France, il y a des municipalités avec lesquelles vous travaillez pour Oui. revégétaliser des cours d'école ou revégétaliser des avenues? Quels conseils vous leur donnez? Déjà, c'est de s'intéresser à ce qui se passe sous leurs pieds, c'est de ne pas voir, bon, je pense que c'est le sujet globalement sur Change Now, mais c'est de ne pas voir sur le court terme, parce que planter un arbre, c'est extrêmement simple. Je pense que tout le monde ici est capable de le faire. Pérenniser les arbres, ça c'est une autre histoire. Donc c'est déjà conceptuellement de se dire que pour qu'un arbre se développe sur le long terme, il a besoin de 60 mètres cubes de sol. Donc il faut lui offrir ça. Aujourd'hui, une fosse, quand vous voyez les arbres de plantation sur les voies d'alignement, ils sont en général dans des fosses qui font entre 3 et 9 mètres cubes. Donc en fait, c'est comme si vous avez des arbres en pot. Et un très bon exemple, c'est sur l'une des avenues les plus connues en France, sur les Champs-Élysées. Moi, les platanes des Champs-Élysées, ils me font mal au cœur quand j'y vais. Je ne regarde pas les boutiques de luxe, je les regarde, je regarde les pieds d'arbres qui sont ultra compactés. Et je me dis qu'il y a quand même un effort à faire, parce que quand il fera 45 degrés sur cette avenue, on aura quand même besoin de ces arbres-là. Donc c'est déjà de changer les mentalités sur les besoins de cette végétation et de pas juste dire en fait on plante des arbres le jour J et puis ça donne une belle image tout de suite. Donc en fait, quand une municipalité dit je vais planter X milliers ou centaines de milliers d'arbres, ça ne veut pas dire grand-chose. Il faut d'abord voir où on les plante et où ils seront vraiment utiles, c'est ça? En fait, donner un chiffre, c'est bien, parce que si je vous dis que je vais planter 1 million d'arbres, c'est super. Il faut anticiper quand même un minimum les choses. Il faut se dire, est-ce que j'ai la capacité de pouvoir accueillir autant d'arbres? Parce qu'après, derrière, les équipes techniques, c'est compliqué pour elles de planter autant d'arbres et de les faire tenir longtemps. Donc en gros, l'idée, c'est de pouvoir cartographier un certain nombre de choses sur un territoire. On travaille aussi beaucoup sur ces questions-là. De pouvoir localiser les zones, typiquement, où on a un fort potentiel de régénération in situ des sols. Ce que je vous disais juste avant avec l'exemple du parking juste à côté de la gare de Genève. Donc en gros, c'est toujours une question d'anticipation. C'est de se dire, aujourd'hui, on a énormément de données. On a des milliers de sondages géotechniques qui ont été faits. Donc nous, on les analyse pour voir un petit peu ce qui se passe sous nos pieds. Et l'objectif, c'est de pouvoir localiser. On parle énormément de villes éponges. Mais il faut quand même qu'on puisse définir où sont les zones où il y a le plus fort potentiel d'infiltration avant de se dire qu'on va désimperméabiliser. Et donc, vous pouvez nous redire les villes éponges? Je sais que ça s'est beaucoup développé en Chine. Le concept, c'est quoi en fait? Le concept, c'est de perméabiliser les villes. C'est de faciliter l'infiltration de la goutte d'eau de pluie qui tombe. Donc en gros, c'est de l'infiltrer dans le sol et de recréer un cycle de l'eau en ville. Et l'objectif, en fait, on donne toujours cette image du sol comme une éponge, c'est de recréer en fait la capacité d'infiltration, de redonner le sol sa fonction d'infiltration, de filtration et de rétention des eaux pluviales. Et des projets comme ça, en France, vous en avez beaucoup. Les villes vous sollicitent pour désimperméabiliser des cours d'école, créer des forêts urbaines. On a l'impression que ça se développe un peu partout. Alors, de plus en plus, on est plus actif en Suisse qu'en France, parce qu'on est basé à Lausanne. La majorité de mes projets sont sur Genève, parce qu'il y a l'Office cantonal de l'eau sur Genève qui est extrêmement, qui pousse en fait sur ces sujets-là. Puis on est aussi sur ce genre de salon, on a un stand qui est juste derrière pour essayer de travailler aussi sur ces sujets en France. Ouais. D'accord. Ok, écoutez, merci beaucoup de nous avoir expliqué l'importance des sols et de les régénérer. On va peut-être passer la parole à votre voisine Laure Verdeau. Vous êtes spécialiste du bio et de l'agriculture. Vous avez été directrice de l'agence bio. Est-ce que vous pouvez nous dire, il y a eu beaucoup, c'est pareil, d'objectifs de développement du bio, notamment dans les cantines, il y a des objectifs chiffrés. Mais on a l'impression, c'est pareil, que ça prend pas ou peu, ou que ça prend dans certaines villes et pas d'autres. Pourquoi il y a ces blocages, notamment sur le bio dans les cantines? Après, on pourra reparler du bio en général. Mais je suis sûre que ça va se débloquer maintenant qu'il y a toutes les nouvelles municipalités. Elles vont s'empresser de respecter la loi Egalim,
qui dit qu'il faut 20% de bio dans le plateau de la restauration collective, donc des cantines, que ça va de la crèche à l'EHPAD. C'était une loi non coercitive, donc évidemment, est-ce que vous ralentiriez près d'un radar qui ne vous met pas d'amende en cas d'excès de vitesse? Non. Donc là, c'est à peu près la même chose. C'est pour ça que l'objectif de 20% qui était fixé pour le 1er janvier 2022, il est réalisé presque, puisqu'on est à 6%, il manque quelques points quand même. Donc, effectivement, on a non seulement pas atteint l'objectif, mais on est en recul. D'une manière générale, on est en recul sur l'agriculture biologique. Pour vous donner un ordre d'idée et resituer le paysage, en France, la moitié du territoire, c'est des terres agricoles. Donc, c'est 28 millions à peu près d'hectares agricoles. Et il n'y en a que 10% en bio, alors que l'objectif de la loi, c'est 20%. Et ces 10% ont reculé ces 2 dernières années. Donc, ça fait 2,8 millions d'hectares. On a perdu 110 000 hectares. Ce qui est un peu dommage d'un point de vue purement finances publiques, par exemple, puisque les bio touchent pendant 5 ans une aide d'environ 130 € par hectare. Donc si vous multipliez 110 par 130 €, 110 000 hectares perdus par 130 € pendant 5 ans, ça fait 70 millions qu'on a perdus. Parce que normalement, les fermes bio, on paye nous tous, c'est notre intérêt général d'avoir des voisins en bio, on paye nous tous contribuables pour développer le bio, et c'est vraiment dommage si le bio recule. C'est un peu comme vendre les bijoux de famille. Et pourquoi c'est notre intérêt qu'il y ait du bio autour de nous? Qu'est-ce que ça que le change bio- qu'un agriculteur soit bio ou soit en conventionnel, si on est voisin de cet agriculteur? Conventionnel, je ne connais pas ce mot parce que j'ai demandé la convention et je ne sais pas qui la signe et ce qu'elle dit. Donc je pense que c'est un tic de langage, mais je vous parlerai peut-être de non-bio. Et en fait, l'agriculture biologique, pourquoi c'est d'intérêt général? Parce que chaque hectare cultivé en bio, donc je vais prendre un petit thème tendance, la souveraineté, c'est de la souveraineté agricole en plus. On a la chance d'avoir M. Jancovici. Donc à chaque fois qu'on cultive un hectare en bio, on n'a pas besoin d'engrais azoté pour le fertiliser. Donc l'engrais azoté, c'est l'engrais synthétique qu'on importe à 80%, et notre troisième fournisseur, c'est la Russie. Je n'ai pas besoin de refaire le résumé des épisodes précédents pour voir que c'est quand même pas une hyper bonne idée de dépendre de ce genre d'importation. Et là, avec le détroit d'Ormuz, les engrais, il y a une partie qui sont bloqués. Voilà, et je comprends. Donc c'est le moment où tout le monde va se dire, mais si on faisait du bio pour pas devoir importer, mais ils viennent plutôt du Nord, hein, ils viennent de Russie. Donc on a vraiment un sujet qui est chaque hectare en bio, c'est de l'intérêt général. En plus, parce que ça renfloue notre balance commerciale. On perd chaque année 2 milliards à importer ces engrais azotés qui sont donc synthétiques, donc interdits en bio. Je vous invite d'ailleurs l'agence bio, juste avant, c'était ma legacy, que je ne parte, à publier Pour en finir avec les idées fausses sur le bio. Donc vous apprendrez que le bio interdit les engrais azotés, qui sont donc assez mortifères pour notre balance commerciale et qui sont la première source d'émissions de gaz à effet de serre. Donc manger bio, c'est décarboner déjà notre alimentation, donc c'est d'intérêt général. Ensuite, quand bien même on aurait un futur décarboné, je ne sais pas ce qu'on ferait sans eau potable et sans abeilles. Donc si on veut des eaux potables et des abeilles, le bio, c'est la meilleure solution. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que l'État s'est fixé un objectif, même s'il n'a pas encore atteint lui-même, de développer le bio à la fois dans les cantines et dans les champs. Il manque encore des objectifs pour développer le bio dans notre consommation à nous, Français, puisqu'actuellement, on ne consacre que 6% de notre budget alimentaire au bio. Ça nous alors, met... qu'est-ce qui coince au niveau national? Au niveau national et au niveau peut-être des gens. On dit souvent que le bio, c'est très cher. C'est aussi pour ça que les gens ne peuvent pas tous Alors, acheter je me demande du bio. bien comment on sait le prix du bio, parce qu'il n'y a pas d'observatoire, il n'y a pas d'indicateur du prix du bio. On ne connaît le bio qu'en grande distribution, parce qu'eux, ils appuient sur un bouton et les 900 enseignes ont les chiffres. Mais on ne connaît pas le prix du bio. Le bio, il est vendu que pour moitié, même pas, moins que la moitié, en grande distribution. Il est vendu pour 28% de ses débouchés dans des magasins bio qui, depuis le temps qu'on dit qu'ils sont chers, ne le sont plus, puisqu'ils ont débauché tous les talents de la grande distribution, ils se sont organisés, ils ont écrasé leurs coûts logistiques. Donc on peut désormais avoir un panier de la ménagère hyper accessible dans des chaînes comme Biocop ou Naturalia. Le troisième secteur qui vend du bio, c'est la vente directe. En fait, le local, tout le monde parle du local, mais le local, il y a ceux qui en parlent, il y a ceux qui le font. Et les bio font du local, puisque plus de 42% des fermes bio vendent déjà en direct. Ça fait à peu près 26 000 points de vente partout sur le territoire. Des fermes où, certes, vous ne pouvez pas faire tout votre panier de courses, mais vous pouvez acheter une grande partie de vos fruits et légumes, vous pouvez acheter même de la viande en direct. Et ça, c'est un maillage du territoire qui est nettement supérieur à la grande distribution, par exemple. Il y a 18 000 supermarchés, hypermarchés sur le territoire français. Il y a 26 000 fermes bio qui vendent en direct, que vous pouvez d'ailleurs géolocaliser grâce au site de l'agence bio, parce que comme ça, vous pouvez trouver à côté de chez vous. Donc, il y a le bio, il est... Sur la question du prix, on ne peut pas en discuter parce qu'il n'y a pas d'indicateur. Il n'y a pas d'indice synthétique du prix du bio. Effectivement, il est un peu plus cher quand il est vendu en grande distribution, 30 à 50%, mais c'est le seul cas, puisqu'on commence à avoir, comme je vous le disais,
que ce soit en magasin bio ou en vente directe, des prix ultra compétitifs. D'ailleurs, le bio est en solde actuellement, puisque les engrais azotés, le prix a explosé. On est passé de 180 € la tonne à plus de 900 000 € après le conflit en Ukraine. Donc tout ça, c'est des dépenses qui ne pèsent pas sur les bio. Donc les bio, forcément, sont moins chers. Donc actuellement, le bio n'a jamais été aussi peu cher. Et comment Donc, expliquer alors que dans les cantines de nos enfants, Alors, le bio ne se taille pas la part du lion, si c'est pas si cher que ça? Alors 6%, c'est la moyenne nationale et il y a une grande disparité. Il y a 80 000 cantines en France. Il y en a certaines qui sont à 100, 60, 70% de bio et pour le même prix qu'une cantine avec du pas bio. Ce qu'il faut savoir, c'est que le prix d'un repas à la cantine, c'est à peu près 10 € et un quart de ça, on va mettre 2,50 €, mais ça aussi entre 1,80 € pour les petits en crèche à 2,50 € pour les employés, je sais pas, de L'Oréal. Là, on a beaucoup de municipalités qui savent faire du bio à budget inchangé. Pourquoi ? Parce qu'ils ont reterritorialisé des filières locales, ils sont allés voir l'éleveur, ils ont acheté le bœuf sur pattes, ils ont recruté un boucher et ils mettent... Vous aviez l'exemple d'Épinal, je crois, c'est ça? Oui, on adore cet exemple-là. C'est une mairie LR qui était gérée par donc Elior, un géant de la restauration collective et qui a réussi à budget inchangé à augmenter la proportion de bio. Mais il y en a des dizaines d'exemples qu'on a mis en valeur au Salon des maires, etc., grâce à l'agence bio. Donc c'est une affaire de volonté politique. Et puis c'est une affaire de visibilité et d'éducation. En fait, vous tous qui avez voté ou qui êtes parents d'élèves, c'est aussi il y a une histoire d'infrastructure. Les infrastructures ne permettent pas encore de massifier, de passer à l'échelle de toutes ces cantines qui font déjà du bio. Alors tout le monde a en tête Mouans-Sartoux, mais il y a plein d'autres modèles qui sont plus réplicables, adaptés à chaque terroir, parce que les terroirs sont tous différents. Et il faut qu'il y ait de toute façon une loi qui soit respectée. En fait, si demain la loi Egalim qui dit 20% de bio dans les cantines était respectée, on serait à 1,5 milliard de business supplémentaire pour les bio. Sur un marché à 12 milliards, c'est pas mal. Et on voit que, en termes de loi aussi, ce qui est compliqué, il y a eu des atteintes, notamment sur la loi Duplon. Est-ce que ça a des répercussions sur le bio, sur la manière de faire l'agriculture aussi? Le marché bio était en décroissance et en fait, le meilleur directeur marketing que le bio ait jamais connu, c'est Laurent Duplon, parce que quand il a passé une loi où il a réautorisé des produits dont tout le monde pensait qu'il était de l'intérêt général de ne pas les remettre, là, les ventes ont redémarré, que ce soit en bio en grande surface, que ce soit en bio dans les magasins bio. Et d'ailleurs, on s'est retrouvé avec des directeurs des achats de Carrefour, qui nous appelaient en disant mais vous allez, parce qu'on avait fait une campagne de communication sur le bio, ils me disent mais vous allez communiquer sur le bio? On a dit bah oui, la campagne, ça sera la première campagne télé là, donc ça arrive. Ils disaient mais il faut qu'on mette des produits bio dans les rayons. On était là oui, comme vous aviez promis au Grenelle de l'environnement en 2007, ça serait pas mal effectivement après les avoir massivement enlevés. Donc oui, il y a besoin de toute façon d'agir sur tous les leviers. Et donc, est-ce qu'il y a un gap entre ce qui parfois est voté à l'Assemblée par les députés et ce que demandent les consommateurs? Il y a parce qu'on voit que la pétition contre la loi Duplon, elle a recueilli plus de 2 millions de signataires. Donc, il y a vraiment un gap entre ce que demande la société et ce que votent les élus? Écoutez, moi, je n'ai jamais été très bonne en sciences politiques. Je crois que je n'ai pas validé mon module affaires publiques à Sciences Po. Et moi, je pensais que les gens qui gagnaient les élections gouvernaient. Mais depuis que ce n'est plus le cas, je ne saurais pas vous répondre à ça. Je pense que c'est peut-être ça le gap entre le vote et qui a le job à la fin. On va parler politique, justement. Je vais vous passer la parole. La politique, vous avez longtemps baigné dedans. Vous étiez secrétaire d'État à l'écologie sous... Édouard Philippe. Donc quand même, je précise, ça fait 6 ans que j'ai arrêté la politique. Ouais. Mais à l'époque, et est-ce que ça a changé, c'était compliqué pour vous, mais aussi pour votre ministre de tutelle qui était Nicolas Hulot. C'est d'ailleurs pour ça qu'il était parti du gouvernement. De gagner ces arbitrages. C'est toujours le cas. Quel souvenir vous avez gardé de ça, de passer des arbitrages face à Bercy, face à Matignon, face à l'Élysée, quand on est secrétaire d'État à l'écologie? pour être très franche, horrible. C'est extrêmement difficile. Je crois que ça l'a toujours été, mais à mon avis, c'est plus difficile que jamais. C'est plus difficile que jamais parce qu'on est vraiment dans une situation où, ça rejoint peut-être un petit peu ce que disait Laure à l'instant, il y a une sorte de hiatus entre ce qu'il faut dire pour être élu et la réalité de terrain.
Ce qu'il faut dire pour être élu, c'est quand même cliver, accentuer vraiment le clivage, l'aspect punitif de l'écologie et la réalité de ce que les gens vivent au quotidien et de ce qu'ils veulent au quotidien. Quand vous dites cliver, c'est qui clive? C'est les politiques Sciemment les responsables politiques, parce que c'est une façon de créer tout un nouveau, ou en tout cas d'accélérer disons que c'est une façon de créer de nouveaux électeurs que d'accentuer cette dimension d'écologie punitive. On est rentré dans une ère et dans un moment qui est extrêmement idéologique, très déconnecté de la réalité de ce que vivent. Laure parlait par exemple de l'exemple d'Épinal, on parlait des platanes sur les Champs-Élysées, mais c'est pareil dans toutes les villes. Les Français, je pense, et c'est ce qui montre aussi dans certains des sondages, que par exemple, il y a 68% des Français qui disent qu'ils seraient extrêmement gênés de voter pour un candidat qui ne mettrait pas une priorité affichée sur l'écologie. Et à la fois, on voit qu'aux dernières municipales, pardon, je vous coupe, mais les mairies, les grosses mairies tenues par des Europe Écologie Les Verts n'ont pas forcément gagné, elles ont même parfois perdu. Donc comment expliquer cette dichotomie? Effectivement, quand vous regardez là le résultat des élections municipales, sur 7 grandes villes, c'est-à-dire plus de 100 000 habitants qui étaient vertes, écologistes, eh bien aujourd'hui, il n'y en a plus que 4. Donc on peut se dire, mais c'est un recul de l'écologie. Je crois qu'il y a 2 choses qui sont vraiment très différentes. Il y a l'écologie politique, et là j'y reviendrai, et puis il y a la vie quotidienne des Français. Et je crois que moi je le vois, j'ai été élue dans le Vaucluse, j'y vais extrêmement souvent. Même dans les mairies les plus à l'extrême droite, il y a encore des projets liés à l'écologie qui émergent. Et je crois que ce que ça veut dire, et c'est quand même une grande révolution, je pense, pour beaucoup d'entre nous qui sommes dans la salle, c'est qu'il faut qu'on arrête de parler d'écologie. Non pas parce qu'il faut qu'on arrête d'en faire, mais en fait parce que c'est devenu, et ça doit être tellement important, qu'on ne peut pas continuer à parler d'écologie comme on le faisait avant, parce que sinon, en fait, on sert la soupe aux extrêmes, qui du coup réutilisent tout ce vocabulaire qui est imprégné, qu'ils ont réussi à dire et à accuser d'être sous la grande bannière, qui c'est pas tellement ce que je veux, qui savent même pas tellement ce que ça veut dire, mais d'écologie punitive. Donc pour vous donner un exemple très concret. Même le mot écologie ou les mots comme le développement durable ou tous ces mots-là vont être associés par des partis extrêmes, tout de suite ramenés à des sujets comme la taxe carbone par exemple. Et tous ces sujets-là vont être amalgamés et ça va servir aux partis d'extrême pour faire du judo, et c'est-à-dire utiliser ces mots-là pour gagner les élections. Mais alors comment il faut en parler de l'écologie si on ne peut plus parler de développement durable, si on ne peut plus dire je pense qu'il faut qu'on fasse un vrai travail pour revendre l'écologie, et pardon, mais j'utilise le mot à dessein, en utilisant un vocabulaire beaucoup plus lié au quotidien des Français. C'est des efforts qui ont été faits, mais je pense qu'il faut aller encore plus loin sur la santé, par exemple, sur soit la qualité des sols, sur tous ces sujets-là. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on réinvente la façon dont on parle d'écologie. Vous trouvez aussi, vous trois, je ne sais pas Jean-Marc, qu'est-ce que vous en pensez quand vous entendez ça, le côté backlash écologique, vous l'observez comme tout le monde? Il est surtout présent pour moi dans la sphère bruyante, le backlash écologique, donc la sphère médiatico-politique. Et effectivement, il y a un besoin, surtout à l'approche des élections, de se différencier des différents candidats. Et donc, ils font de la surenchère par rapport à ce que pensent leurs propres électeurs, souvent. Dans la population dans son ensemble, on ne constate pas de backlash, mais par ailleurs, la population dans son ensemble est historiquement schizophrène. C'est-à-dire que historiquement, on dit on veut préserver, sauf que quand même, quand on fait un choix opérationnel, nous, on va quand même prendre la bagnole, voire prendre l'avion, voire acheter un truc qui n'a pas été cultivé de manière terrible, mais quand même c'est moins cher, etc. Donc, mais de ce point de vue, moi, dans la population dans son ensemble, je ne constate pas de changement. Je ne pense pas qu'il y ait de. Tous les études d'opinion, etc., montrent qu'il n'y a pas un changement majeur. Et il continue à y avoir des tas de trucs qui avancent de fait. Mais est-ce qu'il faut du coup changer notre manière de parler d'écologie? Est-ce que c'est le fait d'en parler qui est problématique? Ça dépend qui est on. Si vous me posez la question comme journaliste, je vous répondrai peut-être. Ce qui est sûr, c'est que je ne crois pas que les gens soient prêts facilement à se sacrifier au profit d'un bénéfice collectif non incarné. Ça, je crois que c'est compliqué. Donc ça veut dire que si on veut vendre quelque chose qui est bénéfique pour la collectivité,
il faut que pour bon nombre d'entre nous, pas tout le monde, mais bon nombre d'entre nous, il y ait aussi un bénéfice individuel qui soit associé. Si je reprends l'exemple du bio, il y a un argument environnemental, mais il y a aussi un argument sanitaire. Posiez la question tout à l'heure, est-ce que c'est bien qu'il y ait des gens qui cultivent bio? Si vous habitez à côté d'un champ, c'est mieux, oui, pour votre propre santé. Donc il y a un certain nombre d'éléments sur lesquels, pareil, en ce qui concerne la baisse de la mobilité motorisée, partout où il y a des alternatives, ça fait un environnement plus tranquille. Je ne sais pas si vous vous rappelez, un des trucs qui était extraordinaire au moment du Covid, c'était le calme. C'est juste extraordinaire. On entendait les oiseaux chanter. Je veux dire, au début c'était un choc, puis après il y a eu une espèce de... Cet aspect-là en particulier a été assez extraordinaire, moi je trouve, sur cet aspect-là, encore une fois, pas sur tout, mais sur cet aspect-là, ça a été assez marrant. On avait dit à l'époque que tout changerait après. On ne pourrait plus recommencer comme avant. Et en fait, on a recommencé tout comme avant. Alors, on a recommencé l'essentiel, oui. Pas tout, mais l'essentiel. Donc, je ne crois pas qu'il y ait une baisse d'envie. Et puis, en ce moment, il y a un mot qui est en train de faire son apparition, qui remplace un peu écologie dans le domaine qui est le mien, c'est-à-dire le sujet énergétique, ça va être souveraineté. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que dans les zones qui étaient très fortement importatrices d'hydrocarbures, ce qui est le cas, je rappelle que la France importe 99% de son pétrole et 100% de son gaz, et que si je me mets au niveau de l'Union européenne, c'est respectivement 97% du pétrole et 90% du gaz. Donc en gros, on est à poil. Et on s'est rendu compte que de décarboner parce qu'il fallait préserver le climat ou de décarboner parce qu'il n'y a plus, en fait, c'est les mêmes actions. Et on le voit bien, là, à la suite du conflit au Moyen-Orient, le gouvernement s'apprête à annoncer une accélération de l'électrification. Donc il ne va pas le faire au nom de l'environnement, il va le faire au nom de la souveraineté. En pratique, c'est la même chose. Si on dit à quelqu'un il faut que tu passes à la voiture électrique au nom de l'environnement, il va éventuellement dire ah, tout ça c'est un truc de bobo, machin, etc. Si on lui dit il faut que tu passes à la voiture électrique parce qu'il ne va plus y avoir de pétrole et que c'est comme ça qu'on préserve ta mobilité, il va peut-être voir les choses de façon différente. À condition que la voiture électrique soit accessible aujourd'hui. Mais elle sera ni plus ni moins accessible que les voitures thermiques d'aujourd'hui qui ne sont pas accessibles neuves à tout le monde. Je veux dire, c'est pareil. Un peu plus cher l'électrique quand même. Non, il y a des voitures neuves électriques aujourd'hui à moins de 20 000 euros. Il y a peut-être tas de gens qui achètent des voitures thermiques SUV à beaucoup plus de 40 000. Donc non, cet argument du prix, quand on raisonne en coût complet, en plus, il cesse d'être vrai. Enfin, non, c'est pas vrai ça. Par contre, il y a la force de l'habitude. Ça, c'est très clair. Donc, il y a un processus de vente à faire et un processus de pédagogie à faire. Alors, là où je vais reboucler avec la discussion précédente, c'est que la pédagogie et la politique, particulièrement par les temps qui courent, c'est compliqué de leur faire bon ménage. Et merci. Et Brune, du coup, quelle expérience vous en avez tiré de cette expérience gouvernementale? Vous vous êtes dit, en gros, être ministre de l'écologie, ou secrétaire d'État de l'écologie, c'est horrible, on n'y arrivera jamais? Ou quel conseil vous donneriez à ceux ou celles qui vous ont succédé? C'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'en fait, je pense que pendant longtemps, on a voulu faire émerger, et ce qui est tout à fait compréhensible, l'écologie un peu pour l'écologie. Et donc, on voulait lui donner, et c'est normal aussi, la primauté, mais y compris dans le langage. Et aujourd'hui, l'humble conseil que je donnerais, mais qu'est-ce qu'on a commencé, je pense, tous à faire ici dans cette salle, et qu'il faut continuer à faire, c'est intégrer et parler d'écologie différemment, en utilisant l'intérêt et en se mettant à la place de la personne qu'on a en face de nous pour lui pousser des sujets écologiques. Très simplement, quand on parle par exemple à Bercy, eh bien, quand on pousse les sujets d'économie circulaire comme j'ai pu le faire, c'est de parler de réindustrialisation, d'emplois locaux non délocalisables, de compétitivité par rapport à la Chine. Quand on va parler au ministère de la Santé, c'est de parler d'économie, par exemple, liée à la prévention, si on ingère moins de produits chimiques. Bref, tout ça, c'est des évidences, mais je pense qu'il faut le systématiser et je crois qu'il faut faire extrêmement attention. Moi, j'ai quand même une grande inquiétude, c'est que le mot même écologie finissent par être un repoussoir absolument gigantesque. Quand vous regardez, j'étais en Chine là récemment, la Chine n'arrête pas de parler de civilisation écologique. Et donc on peut s'en réjouir. Sauf que la réalité, c'est que cette civilisation écologique-là qui émerge en Chine et qui nous a rendus dépendants parce que nous avons été trop lents pour faire la transition, qui nous a rendus dépendants des technologies vertes chinoises. Le résultat, ça va être, il faut quand même se le dire, sauf si on fait très rapidement la transition là dans les mois à venir, ça va être des milliers et des millions d'emplois qui vont disparaître.
une souffrance. Dans la voiture électrique, dans les panneaux Prenons solaires. l'exemple de la voiture électrique. Et donc, peu à peu, cette civilisation écologique va être synonyme pour l'Europe de déclassement et de souffrance. Et donc, si on ne travaille pas aujourd'hui pour vraiment repenser le discours, et encore une fois, et là j'invite tout le monde dans la salle à le faire vraiment collectivement, et en se disant, il faut maintenir le cap, mais si on veut maintenir ce cap-là, alors il faut parler d'écologie différemment, il faut même peut-être assumer de plus utiliser le mot, parce que sinon on va être perdu et on va être plutôt coincé entre d'un côté des extrêmes qui, comme on le disait, adorent se créer un nouvel électorat et le faire émerger en accentuant le côté écologie punitive, etc. Et en utilisant finalement et en surfant sur tous les vents qui viennent du côté nord-américain. Et de l'autre côté, on aura les vents chinois qui vont, eux, très concrètement, si on détruire une partie de l'industrie européenne qui est déjà pas flamboyante. Et donc, si on veut éviter d'être pris complètement en sandwich entre les deux, c'est aujourd'hui qu'il faut vraiment y retravailler. La guerre en Iran, malheureusement, si peut-être, et je déteste parler d'opportunité, mais peut-être au moins une façon d'avoir ce débat-là un peu plus publiquement, mais il faut que nous tous, défenseurs entre guillemets de l'écologie comme on l'a fait aujourd'hui, il faut vraiment qu'on se pense sur le sujet et qu'on y travaille vraiment tous, parce qu'à moins de changer la façon d'en parler, encore une fois, je me répète, ce sera trop facile de nous piéger, de nous amenuiser et par là même d'anéantir l'action. Ok, écoutez, je vous remercie tous les quatre.